20 chantiers surgissent, presque d'un seul mouvement, au Burkina Faso. Autoroutes, rénovation urbaine, nationalisation de la distribution de carburant, relance d'usines et modernisation rurale avancent en grappe, pas en slogan. Comment Ibrahim Traoré finance-t-il ce pari et que change-t-il au Sahel ? Derrière le béton, l'enjeu est de recabler un système, garder la valeur au pays, connecter villes et campagnes, réduire l'exposition aux importations et prouver une souveraineté mesurable par des routes, de l'énergie et de la nourriture, au moment où alliance et influence se réajustent, sans attendre que des prêteurs extérieurs dictent le tempo, ni que la promesse se dissolve sous la pression. Ce récit ne promet pas une success story instantanée, ni une trajectoire sans risque. Il promet de montrer comment un État contraint tente de reprendre la main sur ses leviers matériels. En suivant cette histoire, le spectateur gagne une grille de lecture simple. Comprendre pourquoi des routes, de l'énergie et de l'alimentation comptent plus que des discours et comment leur enchaînement peut modifier une trajectoire nationale. L'enjeu est élevé. Si l'effort réussit, le Burkina Faso pourrait réduire la fuite de valeur, stabiliser ses villes, offrir du travail à une population jeune et négocier différemment avec ses partenaires. Si l'effort échoue, la pression budgétaire, les attentes sociales et le poids symbolique des projets pourraient se retourner contre le pouvoir. Ibrahim Traoré se trouve donc face à une équation étroite. Agir vite sans perdre la cohérence, accepter le risque sans surpromettre et maintenir l'adhésion alors que les bénéfices sont inégaux dans le temps et l'espace. Ce sont ces tensions, plus que les annonces, qui structurent la suite du récit. 20 projets lancés presque simultanément dans un pays à l'espace budgétaire limité. Ce chiffre, plus que leur nature, signale une rupture de rythme assumée. Derrière cette accélération, l'arrivée d'Ibrahim Traoré coïncide avec un diagnostic rarement formulé aussi directement. Le problème central n'était pas l'absence d'actifs, mais leur désarticulation. Avant cette séquence, l'économie fonctionnait à bas régime sans s'effondrer. Les routes Titi se dégradaient plus vite que les réparations. Les villes s'étendaient sans drainage ni mobilité suffisante. Les campagnes dépendaient d'une agriculture pluviale vulnérable aux saisons. L'énergie et le carburant provenaient de circuits externes, aspirant des devises sans créer de base productive durable. Pris séparément, ces failles n'étaient pas spectaculaires. Ensemble, elles formaient un piège structurel. Chaque choc extérieur se répercutait à l'intérieur. La mini-révélation tient à l'ordre des priorités. Le choix n'a pas été d'attendre des crédits internationaux pour traiter chaque secteur l'un après l'autre, mais de forcer la cohérence par la simultanéité. Route pour relier les centres de croissance, énergie pour sécuriser l'industrie, rénovation urbaine pour stabiliser les villes, agriculture pour réduire la dépendance alimentaire. L'objectif n'était pas la performance isolée, mais l'effet de chaîne. Ce contexte éclaire la nature du pari. La faiblesse identifiée n'était ni le manque de talent, ni l'absence d'ambition. Elle résidait dans la fragmentation héritée de cycles d'aide à court terme. La cohésion, elle, ne s'importe pas. Elle se construit en alignant les usages. Transporter ce qui est produit, transformer ce qui est cultivé, alimenter ce qui est bâti et capter la valeur là où elle circulait auparavant. Ainsi, ce qui ressemble de l'extérieur à un boom de chantier révèle une tentative de reconfiguration systémique. Le risque est réel, mais la logique est claire. Changer le tempo pour rompre un cycle ancien avant que l'attente ne devienne inertie. Le fil conducteur de cette phase n'est pas un chantier unique, mais un acteur collectif. La main-d'œuvre mobilisée à l'échelle locale. La rénovation urbaine sert ici de point d'entrée. À première vue, il s'agit de nettoyage, de drainage réparé, de routes renforcées, de quartiers remis en état. À ce niveau, l'impact semble modeste et immédiatement visible, mais cette couche initiale joue un rôle plus profond. Des villes plus prévisibles deviennent des plateformes. La mobilité s'améliore, les marchés fonctionnent sans interruption constante et l'administration locale retrouve des marges d'action. Surtout, ces travaux créent un bassin de travailleurs formés sur le terrain. Ils acquièrent des compétences transférables vers les chantiers routiers, les sites industriels et les projets agricoles. La rénovation n'est donc pas une fin esthétique. Elle prépare la suite,
un premier effet apparaît rapidement. La circulation interne reprend. Les commerçants réduisent les temps morts, les transporteurs planifient mieux et les services urbains cessent d'absorber l'énergie publique au détriment des autres secteurs. Cette stabilisation précoce change la perception du risque. L'investissement privé hésitant observe un environnement moins chaotique. Les ménages, eux, perçoivent des signaux concrets d'ordre et de continuité. Ce rôle de guide n'est pas incarné par une figure individuelle, mais par une séquence. Ville stabilisée, travail local mobilisé, compétences diffusées. Ce triptyque alimente ensuite les corridors de transport et l'industrie naissante. L'impact précoce n'est donc pas mesuré par des chiffres spectaculaires, mais par une réduction du bruit dans le système. Au fond, une idée s'impose. Sans ville stable, aucune reconstruction durable ne tient. Le basculement commence par une décision de cadence. Avant, les projets avançaient l'un après l'autre, souvent interrompus par des contraintes financières ou des changements de priorité. Après, la logique devient cumulative. Sous Ibrahim Traoré, l'État choisit de déclencher plusieurs chantiers à la fois, acceptant que leur progression soit inégale, mais que leur effet combiné soit plus fort que la somme des parties. Le déclenchement est économique. Le pays fonctionne depuis des années sur un modèle d'importation lourde. Carburant, céréales, biens manufacturés et intrants industriels arrivent de l'extérieur, drainant des devises rares. Chaque perturbation des marchés mondiaux se transforme alors en vulnérabilité nationale. Face à cette exposition permanente, l'inaction devient plus risquée que l'engagement. La reconstruction n'est pas pensée comme une stratégie de croissance rapide, mais comme une forme d'autopréservation. La montée en puissance est démographique et territoriale. Plus de la moitié de la population est jeune. Les villes s'étendent. Les zones rurales réclament un meilleur accès à l'eau et au marché. Une route isolée ou une usine unique ne suffit plus. Le gouvernement adopte une approche par système, route connectée à l'industrie, énergie liée à la transformation locale, agriculture soutenue par l'irrigation et la logistique. Les projets apparaissent alors en grappe, conçus pour se soutenir mutuellement plutôt que pour exister seuls. Vient ensuite la dimension politique. Le Sahel traverse une phase de recomposition. Les alliances évoluent, les arrangements de sécurité changent et la souveraineté devient un marqueur central du discours public. Dans ce contexte, lancer 20 projets stratégiques simultanément dépasse la simple infrastructure. C'est une démonstration de capacité. Le message est adressé aux citoyens, aux voisins et aux partenaires. La trajectoire nationale ne sera plus dictée uniquement de l'extérieur. Les répercussions se manifestent dans la manière dont les ressources sont utilisées. Les fonds ne sont plus dispersés dans des programmes à court terme, mais canalisés vers des structures qui multiplient la valeur. Des autoroutes réduisent les temps de transport pour les agriculteurs. Des usines transforment des matières premières locales au lieu de les exporter brutes. Des systèmes d'irrigation diminuent la dépendance aux pluies irrégulières. La rénovation urbaine stabilise les centres où circulent travailleurs, biens et services. Cette séquence comporte un risque assumé. Les grands chantiers peuvent déraper, les relances industrielles peuvent stagner, les transitions énergétiques peuvent dépasser les budgets. Pourtant, le choix est fait d'avancer malgré l'incertitude. L'alternative, maintenir l'ancien modèle fragmenté, apparaît moins viable encore. La ligne d'événement n'est donc pas linéaire. Elle a tendu, parfois déséquilibrée, mais guidée par une logique claire. Créer un mouvement suffisamment large pour que chaque secteur renforce l'autre, avant que l'élan ne se perde. Le point de départ est simple, une économie exposée. Avant cette phase, le Burkina Faso dépend fortement des importations pour l'énergie, l'alimentation et les biens transformés. Cette dépendance crée une sortie continue de devises et limite la capacité de planification interne. Le changement recherché ne se mesure donc pas seulement en kilomètres de route ou en nombre d'usines, mais en réduction progressive de cette exposition. Un premier indicateur mérite l'attention, l'agriculture. Plus de 104 milliards de FCFA sont orientés vers la modernisation rurale. Ce montant ne vise pas uniquement l'augmentation de la production, mais la stabilisation.
L'irrigation transforme environ 900 hectares de terre en cultures exploitables toute l'année. Cela signifie moins de dépendance au cycle pluviométrique et une production plus prévisible. En termes simples, un agriculteur qui produit 12 mois sur 12 réduit le risque national lié au choc climatique et aux importations alimentaires. Un deuxième indicateur s'impose, l'énergie. La reprise nationale de la distribution de carburant, avec plus de 200 stations transférées sous contrôle domestique, modifie le circuit de valeur. Avant, la marge et la décision stratégique se situaient hors du pays. Après l'ADMA, la distribution devient une artère interne capable de soutenir la logistique, le transport et l'industrie. En parallèle, l'expansion solaire à Zina, Donsin et Tenkodogo augmente la capacité électrique disponible pour les zones urbaines et industrielles. Une énergie plus stable permet aux usines de fonctionner sans interruption coûteuse. Un troisième indicateur complète l'ensemble, l'industrie de transformation. Plusieurs unités auparavant dormantes reprennent leurs activités. Coton transformé localement, minoterie, produits laitiers, détergents, boissons. Chaque relance est modeste prise isolément, mais ensemble, elles déplacent une partie de la chaîne de valeur à l'intérieur du pays. Transformer localement signifie conserver une fraction plus élevée de la valeur ajoutée au lieu de l'exporter sous forme brute, puis de la réimporter à prix élevé. On peut lire la transition du niveau de départ vers le changement dans l'effet combiné. Une route rénovée réduit le temps de transport. Une usine locale crée une demande régulière de matières premières. Une énergie sécurisée garantit la continuité de la production. L'irrigation stabilise l'approvisionnement agricole. Aucun de ces éléments ne suffit seul. Ensemble, ils modifient la trajectoire. Ibrahim Traoré s'inscrit dans cette lecture systémique. Les chiffres ne sont pas présentés comme des trophées, mais comme des leviers. Chaque montant investi, chaque station reprise, chaque hectare irrigué vise à réduire une vulnérabilité spécifique. Le résultat attendu n'est pas une croissance spectaculaire immédiate, mais une capacité accrue à absorber les chocs. Ainsi, la preuve quantitative n'est pas seulement dans les montants engagés, mais dans leur orientation. Le passage du niveau de base à la dynamique actuelle se mesure par un déplacement lent mais réel, moins d'importations contraintes, plus de production domestique et une économie un peu moins fragile face aux pressions extérieures. C'est ce changement graduel, plus que la vitesse, qui constitue l'indicateur central. La critique la plus solide vise la soutenabilité. Lancer de grands chantiers en parallèle peut étirer les budgets, diluer la supervision et créer des goulets d'étranglement. Des infrastructures inachevées, des usines sous-alimentées en énergie ou des réseaux d'irrigation mal entretenus pourraient transformer l'élan en charge durable. Selon cette lecture, la simultanéité accroît le risque d'exécution plus qu'elle ne le réduit. Une seconde objection porte sur la priorisation. Pourquoi ne pas séquencer, commencer par un secteur, prouver la rentabilité, puis élargir ? Les États plus riches procèdent souvent ainsi pour limiter l'exposition. En allant trop vite, l'État s'exposerait à des attentes sociales élevées avant que les bénéfices ne soient visibles, avec un coût politique potentiel si les délais s'allongent. Ces arguments sont sérieux. La réponse avancée par les partisans du modèle repose toutefois sur un mécanisme précis. La fragmentation était le problème initial. Séquencer aurait prolongé les dépendances existantes. Une route sans énergie ne crée pas d'industrie, une usine sans logistique n'écoule pas sa production, une agriculture sans irrigation reste vulnérable, la simultanéité n'est donc pas un luxe, mais une condition de cohérence. Sur la soutenabilité, le choix a été de déplacer la valeur plutôt que d'augmenter la dépense courante. Nationaliser la distribution de carburant capte une marge auparavant externe. Les réseaux à péage créent une source d'entretien. La transformation locale réduit la facture d'importation. Ces leviers n'élimine pas le risque, mais il change la structure de financement à moyen terme. Sur la priorisation, la réponse est temporelle. Les bénéfices ne sont pas attendus tous au même moment. La rénovation urbaine et l'emploi local livrent des gains rapides. L'agriculture irriguée stabilise ensuite l'offre. L'industrie et l'énergie consolident la base. Cette gradation vise à maintenir l'adhésion pendant que les projets plus lourds mûrissent. Ibrahim Traoré s'inscrit dans cette logique défensive. Accepter un risque d'exécution aujourd'hui
pour réduire un risque systémique plus élevé demain. Le débat ne porte donc pas sur l'absence de risque, mais sur quel risque est le plus coûteux dans le contexte actuel. En réalité, tout fonctionne ensemble, ou rien. Le cœur de la transformation n'est pas la multiplication des chantiers, mais leur interdépendance assumée. À mi-parcours du récit, une lecture s'impose. Ces projets n'ont jamais été pensés pour réussir isolément. Ils sont conçus comme des engrenages d'un même moteur, où la défaillance d'un élément affaiblit l'ensemble et où la réussite se diffuse par effet de chaîne. Ce changement de perspective modifie l'évaluation du risque. Une autoroute n'est pas jugée uniquement sur son trafic, mais sur ce qu'elle débloque en aval. Une centrale solaire n'est pas mesurée seulement en capacité, mais en continuité pour l'industrie et les villes. Une usine relancée n'est pas évaluée par son volume initial, mais par sa capacité à retenir la valeur localement. Le critère devient systémique. Ibrahim Traoré apparaît ici moins comme un gestionnaire de projet que comme un assembleur de fonctions. La rénovation urbaine stabilise les villes qui concentrent vraiment la main-d'œuvre. Les villes soutiennent les services et la gouvernance locale. Les corridors de transport relient ces pôles aux zones agricoles. L'agriculture irriguée alimente la transformation industrielle. L'énergie sécurisée maintient l'ensemble en mouvement. Cette révélation de milieu explique pourquoi la simultanéité est centrale. Le pari n'est pas que chaque projet soit parfait, mais que leur interaction réduise les vulnérabilités plus vite que des réformes séquencées. Ce qui semblait une dispersion devient une architecture. À partir de là, la question n'est plus quel projet réussira, mais quel effet cumulatif émergera lorsque le système commencera réellement à tourner. Lorsque le système commence à fonctionner, les effets ne se répartissent pas de manière abstraite. Ils se manifestent différemment selon les acteurs. Et c'est là que la reconstruction quitte le registre de l'intention pour entrer dans celui des conséquences mesurables. 4 groupes permettent de lire cette transition. L'État d'abord. La première conséquence est une modification du levier budgétaire. En reprenant le contrôle de la distribution de carburant et en structurant des réseaux à péage, l'État ne dépend plus uniquement de flux extérieurs pour entretenir ses infrastructures. Les routes génèrent souvent des recettes pour leur maintenance. L'énergie devient un outil de planification plutôt qu'un poste de négociation. Cela ne supprime pas la contrainte financière, mais cela réduit le nombre de points où une pression externe peut bloquer l'action publique. Les entreprises ensuite. Pour les acteurs industriels et commerciaux, la visibilité change. Des corridors de transport plus fiables réduisent les délais et les pertes. Une énergie plus stable limite les arrêts de production. Les usines relancées, même à capacité partielle, bénéficient d'un approvisionnement agricole plus régulier et d'un marché intérieur moins fragmenté. Le calcul économique évolue. Investir localement devient moins risqué qu'auparavant, car les intrants, la logistique et la demande commencent à s'aligner. Les populations urbaines et rurales. Dans les villes, la rénovation et les chantiers créent de l'emploi immédiat et restaurent un sentiment d'ordre. Les services fonctionnent avec moins d'interruptions, les marchés gagnent en fluidité et la mobilité quotidienne s'améliore. Dans les zones rurales, l'irrigation et la mécanisation offrent quelque chose de plus durable que des revenus ponctuels, de la prévisibilité. Produire sur une année entière permet de planifier, d'investir et de réduire l'exposition au choc climatique. Ce changement modifie la relation entre citoyens et institutions, car les bénéfices sont visibles dans la vie quotidienne. Le cadre régional, enfin. À l'échelle du Sahel, ces évolutions sont observées avec attention. Un pays qui contrôle davantage ses routes, son énergie et sa production alimentaire devient moins malléable. Les partenaires extérieurs ajustent leur posture. Les voisins comparent. Certains y voient une source d'inspiration, d'autres une remise en cause d'équilibres établis. La reconstruction devient ainsi un signal géopolitique, au-delà de ses effets internes. Ibrahim Traoré s'inscrit dans ce moment charnière où les conséquences commencent à dépasser les annonces. Rien n'est irréversible et les risques demeurent. Mais pour ces 4 groupes, une chose est déjà acquise. La trajectoire n'est plus définie uniquement par la contrainte, elle commence à l'être par la capacité d'agir. À court terme, la question n'est pas de savoir si les 20 projets transformeront durablement le pays, mais comment leur dynamique évoluera dans les 6 à 12 prochains mois. 3 scénarios
permettent de cadrer les trajectoires possibles sans présumer de leur probabilité. On peut d'abord envisager un scénario de base. Les chantiers avancent de manière inégale. Certains livrent des résultats visibles, d'autres accusent des retards techniques ou administratifs. La rénovation urbaine et l'agriculture irriguée continuent de produire des effets rapides en matière d'emploi et de stabilité. L'énergie et l'industrie progressent plus lentement, mais sans rupture majeure. Dans ce scénario, l'élan se maintient grâce à des gains partiels mais réguliers. La confiance reste prudente et l'État consolide progressivement ses nouveaux leviers. On peut ensuite imaginer un scénario optimiste. Les interactions systémiques jouent plus vite que prévu. Les corridors de transport réduisent fortement les coûts logistiques. L'énergie stabilisée soutient une reprise industrielle plus fluide. L'agriculture modernisée alimente les unités de transformation locale. Les recettes issues des péages et de la distribution nationale de carburant améliorent l'entretien et la prévisibilité budgétaire. Dans ce cas, la reconstruction devient une référence régionale et l'effet d'entraînement attire partenaires et investisseurs qui avaient jusqu'ici observé à distance. Enfin, il existe aussi un scénario défavorable. Les contraintes d'exécution se cumulent. Des dépassements de coûts, des interruptions énergétiques ou des problèmes de maintenance affaiblissent la cohérence du système. Les attentes sociales, élevées par la visibilité des chantiers, se transforment en frustration. Les bénéfices tardent à se matérialiser et la pression politique augmente. L'élan ne s'effondre pas nécessairement, mais il perd en crédibilité. La clé entre ces scénarios réside moins dans un projet particulier que dans la gestion des interfaces. Si une composante faiblit, l'ensemble en ressent l'effet. Si les liens tiennent, même des avancées modestes peuvent se renforcer mutuellement. Une recommandation de lecture reste simple. Observez la continuité plutôt que la vitesse. Si les routes Sana sont entretenues, si l'énergie reste stable, si l'agriculture irrigue réellement la transformation industrielle, alors la trajectoire de fond demeure intacte. A l'inverse, si les connexions se rompent, le système perd son avantage principal. Le prochain semestre dira non pas ce qui est possible en théorie, mais ce qui est soutenable en pratique. À ce stade, la reconstruction cesse d'être un objet d'analyse lointain. Elle commence à toucher des décisions quotidiennes, y compris pour ceux qui observent de l'extérieur. La première résonance est cognitive. Le cas burkinabé oblige à reconsidérer une idée répandue. Le développement ne progresse pas toujours par priorité isolée, mais parfois par cohérence imposée. Pour un décideur, un entrepreneur ou un étudiant, cela modifie la manière d'évaluer le risque et le timing. La seconde résonance est sociale. L'emploi créé par les chantiers, l'agriculture stabilisée et les services urbains plus fiables ne résolvent pas tous les problèmes, mais ils changent le climat. Quand des individus perçoivent un lien direct entre leur travail et un projet national visible, la relation à l'État évolue. L'adhésion ne repose plus seulement sur des promesses, mais sur une participation tangible. Cette dynamique est observable bien au-delà du Burkina Faso, dans toute région confrontée à une jeunesse nombreuse et à des attentes pressantes. La troisième résonance est stratégique. Pour les acteurs économiques ou institutionnels, la question devient: faut-il attendre la perfection ou s'engager quand les signaux systémiques s'alignent? Routes, énergie, agriculture et industrie n'offrent pas des garanties absolues, mais elles réduisent l'incertitude relative. Cela change les calculs d'opportunité, même pour ceux qui restent prudents. Enfin, il y a une résonance plus personnelle. Ce récit invite à se demander comment se mesure réellement le progrès. Par des indicateurs isolés ou par la capacité d'un système à encaisser les chocs sans se désagréger. Observer cette trajectoire, c'est aussi interroger ses propres critères d'évaluation, que l'on parle de politique publique, d'investissement ou de choix collectifs. Ainsi, ce passage ne cherche pas à convaincre. Il propose un miroir, ce qui se joue ici éclaire des dilemmes plus larges, bien au-delà d'un seul pays. À mesure que l'élan se transforme en routine, la question centrale devient l'exécution. La feuille de route implicite suit une logique en 4 temps, chacun conditionnant le suivant. D'abord, sécuriser l'existant. Les routes rénovées doivent être entretenues, les réseaux urbains maintenus et la distribution d'énergie stabilisée. Sans cette base, les gains initiaux s'érodent vite. La mesure ici est simple.
continuité de service et baisse des interruptions. Ensuite, consolider les chaînes. L'agriculture irriguée alimente les unités de transformation locales, qui à leur tour créent une demande régulière de transport et d'énergie. Les acteurs clés sont les ministères sectoriels, les collectivités locales et les opérateurs publics nouvellement renforcés. Le critère de succès n'est pas l'expansion rapide, mais la régularité des flux. Production, transformation, distribution. Le troisième temps concerne la montée en compétences. La main-d'œuvre mobilisée sur les chantiers urbains et industriels doit accéder à des formations techniques adaptées. À ce stade, les acteurs impliqués s'élargissent aux centres de formation et aux partenariats publics. Le calendrier devient alors critique, trop tard, et les goulots d'étranglement apparaissent. Trop tôt, et les compétences ne trouvent pas d'usage. Enfin, vient l'arbitrage politique. Ibrahim Traoré incarne cette phase où il faut décider quels projets ralentir, lesquels accélérer, et comment ajuster sans casser la cohérence d'ensemble. La mesure finale est transversale. La capacité du système à livrer des résultats partiels sans perdre l'adhésion. Cette feuille de route ne promet pas l'absence de friction. Elle propose un cadre lisible. Si chaque étape tient, la reconstruction reste crédible. Si l'une cède, l'effet de chaîne peut s'inverser. C'est dans cette discipline quotidienne, plus que dans les annonces, que se joue la suite. Le récit revient là où il a commencé, non pas sur une autoroute ou une centrale, mais sur les villes stabilisées et le travail visible. Ce sont ces scènes ordinaires qui donnent une texture humaine à une stratégie abstraite. Des rues praticables, des chantiers continus, des ateliers rouverts. Rien de spectaculaire pris isolément, mais suffisamment concret pour modifier les attentes. Ce rappel éclaire la portée du pari. Ibrahim Traoré n'a pas seulement engagé des projets matériels, il a engagé une promesse implicite, que l'effort collectif se traduira par une continuité perceptible jour après jour. Lorsque des travailleurs voient leurs compétences réutilisées d'un chantier urbain à un site industriel, lorsque des producteurs écoulent leur production via des corridors plus fiables, le projet cesse d'être une annonce. Il devient une expérience partagée. L'émotion ici n'est pas triomphale. Elle est contenue, presque prudente. Elle tient dans la reconnaissance d'un changement de posture. Le pays n'attend plus que les conditions idéales soient réunies, il agit avec ce qu'il contrôle déjà en acceptant l'imperfection. Cette attitude transforme la manière dont les citoyens se projettent et comment l'extérieur observe la trajectoire. La phrase qui s'impose est simple et ferme, la capacité se construit en marchant. Le reste dépendra du temps, de la discipline et de la cohérence maintenue. Mais le cadre mental, lui, a déjà basculé. La reconstruction décrite ici n'appelle pas une conclusion fermée, mais une discussion informée. Elle touche à des symboles puissants, souveraineté, travail, continuité et à des choix très concrets. Route, énergie, agriculture, industrie. Chacun peut y lire une leçon différente selon sa position, son expérience et ses priorités. Pour certains, l'essentiel est la réduction des vulnérabilités. Pour d'autres, c'est la capacité à tenir dans la durée, sans rompre l'équilibre budgétaire et social. Ce récit invite surtout à comparer. Comparer des trajectoires, des rythmes, des méthodes. Observer comment un pays tente de recomposer ses leviers matériels au moment où les équilibres régionaux évoluent, sans idéaliser, sans rejeter d'emblée, avec attention aux détails qui font la différence. La maintenance, la cohérence, la continuité. La question ouverte est simple. Parmi ces secteurs, route, énergie, agriculture, industrie, ville, lequel vous semble le plus déterminant à long terme pour transformer une trajectoire nationale? Et pourquoi? Vos réponses nourrissent le débat et aident à éclairer ce qui compte réellement quand les annonces laissent de place à l'exécution.